bonjour à tous. Me revoici devant vous aujourd'hui avec une grande et nouvelle question. Peut-on tout dire et tout écrire lorsque nous, enseignants croyants, nous enseignons les SVT à nos élèves? Alors très honnêtement, je dois vous avouer que la question qu'on m'a posée m'a d'abord complètement laissée muette. Parce qu'en fait, c'est absolument évident pour moi, on ne peut pas ni tout dire ni tout écrire, surtout avec un public très jeune. C'est même inversement proportionnel à l'âge des élèves en fait. Alors, mais immédiatement, il y a un souvenir qui m'est venu à l'esprit et que je vais commencer par vous donner pour bien situer le cadre dans lequel je me suis placée. Alors, il y a 7 ou 8 ans, il y a un ami d'amis qui m'a demandé de participer à un groupe de relecture d'un ouvrage de SVT qui était à destination des classes de 4e. Et donc, il m'a donné le chapitre sur la sexualité en 4e. Et là, j'ai eu la surprise de découvrir un texte qui avait été écrit par un jeune enseignant qui, pour être efficace particulièrement, avait lu un livre d'histoire sur la sexualité au travers des âges. Et il avait proposé un texte qui rassemblait, qui résumait les différentes méthodes de contraception qui avaient été utilisées au travers des siècles. Et il expliquait donc aux élèves que certaines femmes injectaient du vinaigre dans le vagin, par exemple, après un rapport, ou bien qu'elles enterraient le chiffon avec lequel elles s'étaient nettoyées sous un arbre avec le cadavre d'un crapaud. Il y avait donc tout un tas de techniques comme ça, plus ou moins surprenantes. Et je me suis dit, si un élève de 4e tombe sur un tel texte, que va-t-il faire lui-même dans la même situation ? Voilà, alors donc là, très nettement, on ne peut pas tout dire et surtout pas tout écrire, c'est bien évident, et faire attention à l'âge de l'élève. Bien, alors à partir de ça, quand en plus on est un enseignant croyant, qu'on se trouve dans un établissement donc, de sa confession ou dans un établissement public, il est bien évident que les problèmes sont encore plus ardus en fait. J'ai donc parcouru à ce moment-là les différents thèmes de notre programme, au collège comme au lycée, en recherchant les questionnements qui pourraient résulter de nos enseignements et qui pourraient donc nous imposer une réelle limite d'expression devant nos élèves. Et je viens donc vous les soumettre. Donc je vais vous donner toute une somme de questionnements, en fait, qui me semble intéressant de mettre en débat, et nous en reparlerons donc en novembre. Alors, dans l'enseignement de la biologie, on fera la géologie après, on touche bien entendu très régulièrement la limite de la vie privée. Alors, on va prendre quelques exemples. Je pense que je n'ai pas tout couvert, mais au moins quelques exemples. Alors, dans la sexualité, justement, parler de la sexualité dans le cadre d'une classe, c'est... je suis déjà relativement âgée et donc j'ai vu arriver donc, ce thème dans les programmes. Et on se demandait si nous n'allions pas inciter les élèves à la pratique, effectivement. Et là, les élèves, effectivement, se posaient systématiquement la question. Après le court débat que j'organisais sur la contraception, ils me disaient « Et madame, vous avez prévu les TP après le cours ?» Alors, notre société est en effet beaucoup plus libérale, semble beaucoup plus libérale qu'elle n'a été, mais est-ce que c'est pareil dans toutes les familles et surtout dans toutes les confessions ? Donc il y a une interrogation qui reste toujours aussi présente. On avait également des critiques de parents qui nous disaient que c'était une forme d'exhibitionnisme d'enseignants ou une façon de s'immiscer dans la sexualité des jeunes. Donc ça, les problèmes restent toujours aussi criants, en fait, dans certains endroits. La contraception, justement, puisque nous en parlions, faut-il privilégier l'efficacité de la méthode ou l'innocuité sur le corps ? Des méthodes mécaniques, invasives, inoffensives, et moins efficaces, ou des méthodes hormonales plus efficaces. Fallait-il se contenter de présenter les seules méthodes adaptées à leur âge, ou fallait-il couvrir la totalité des âges et des moments de la vie ? Fallait-il parler donc de méthodes pour le couple futur ? Fallait-il aborder la dimension éthique de ce problème ? Certaines confessions donc interviennent pour conseiller sur la contraception. Fallait-il aborder donc la dimension religieuse ? Alors, ça c'est classique, mais récemment, on voit arriver maintenant, touchant la sexualité, donc beaucoup plus des problèmes qui transitent par les réseaux sociaux. Je veux parler des sextapes et des revenge porn. Effectivement, faut-il l'aborder avec nos élèves ?
sachant que ce cyberharcèlement par les réseaux sociaux a 90% de victimes chez les jeunes femmes, chez les femmes et les jeunes femmes. Les conséquences sont dramatiques, hein, on a déjà plusieurs suicides à mettre en conséquence de ce genre de pratique. Doit-on l'aborder et comment l'aborder par nous, des professeurs qui peut-être ne pratiquons pas ce genre de réseau social. On arrive bien entendu également au problème de l'IVG. Et avec le problème de l'IVG, est-ce qu'il faut se contenter de donner la limite légale dans notre pays? Faut-il aussi aborder la dimension éthique et religieuse et comment le faire avec des élèves variés dans un établissement public, nous avons les privés également, des élèves qui sont donc croyants ou non croyants et de toutes les confessions. Et là, on atteint alors la difficile question en fait de la définition de la vie. Notre positionnement doit-il être uniquement un positionnement scientifique matérialiste, ou est-ce que je peux le teinter et dois le teinter, le contrebalancer avec une position spiritualiste? Et cette interrogation, je vais la retrouver dans le thème suivant, donc je vais y revenir tout à l'heure, c'est dans le thème après de la reproduction médicalement assistée, donc de l'ARMA. Qu'est-ce qu'on demande aux reproductions médicalement assistées actuellement? Et surtout, qu'a-t-on le droit et qu'aura-t-on le droit de lui demander avec l'amélioration de ces techniques de reproduction? Existera-t-il un catalogue où les futurs parents choisiront l'enfant parfait qu'ils souhaitent? Et la notion de l'enfant parfait est-il rationnel et est-il possible, sachant que 10% des maladies génétiques sont des maladies de néomutation? Est-ce qu'on n'aboutira pas à un cruel génocide humain, comme on a vu en Inde et en Chine sur les femmes, en fait? Aboutira-t-on à une perte totale de la diversité humaine, qui pourtant, on le sait, nous, est complètement protectrice de la vie sur la planète Terre? On ne sait pas de quoi sera fait demain, donc comment savoir de quoi l'évolution de demain aura besoin? Alors on touche là la difficile question de l'eugénisme, un eugénisme positif, un eugénisme négatif. Certains maintenant parlent même de trans-eugénisme, pour bien insister sur la modernité du terme. Alors, également, il faut aborder toutes les méthodes accessibles actuellement en RMA et ce qu'elles seront demain. Et il faut bien entendu parler des nouvelles techniques qui mettent en jeu donc les méthodes CRISPR-Cas9 qui effectivement permettent ces manipulations génétiques beaucoup plus propres, plus précises et beaucoup plus rapides. On considère même que le Graal des généticiens a été trouvé, mais que vont-ils donc nous proposer? Et là, bien entendu, le terme à proposer, c'est le terme de transhumanisme. Et de tout le fantasme du transhumanisme est en marche. Ça, il ne faut pas le négliger, l'homme augmenté est en marche. Alors, on s'interroge donc plus seulement sur la vie ici, mais sur la nature humaine. Qui sommes-nous, nous les hommes? Qui sommes-nous pour oser toucher à notre nature biologique, dite naturelle? Nous prenons-nous pour des dieux, libres de créer en fonction de leurs désirs? Et que savons-nous ce qu'il faut créer? On retrouve la même interrogation dans le thème que j'ai mis après, donc je vais revenir sur le transhumanisme, c'est le thème de génétique et d'hérédité, bien entendu. Suis-je une simple boîte à gènes? Êtes-vous également vous-même une simple boîte à gènes, soumise à la loterie aveugle, effectivement des brassages génétiques de méiose et de fécondation? Là, j'avais un autre exemple personnel à vous donner. Une élève brillante de première S a appris en cours d'année que sa mère était porteuse d'un allèle déficient, de rétinopathie sévère et transmissible. Que lui dire lorsqu'elle est arrivée en larmes en me disant « Mais moi, madame, vais-je être malade à partir de 30 ou de 40 ans ?» Donc, que lui dire? Alors, il est bien évident, qu'il ne faut pas laisser entendre à nos élèves que le gène est tout-puissant. Heureusement, personnellement, j'avais fait aussi une thèse de génétique dans ma jeunesse, et de tout temps, je leur ai toujours enseigné que le phénotype était dépendant du génotype et de l'environnement, et de l'interaction entre le génotype et l'environnement. Ça, on pourra y revenir en novembre. Aborder également ici la difficile question de ce qu'est le genre et l'identité sexuelle. Sommes-nous irrémédiablement déterminés par la possession donc, de 2 chromosomes sexuels, donnés comme ça par brassage génétique hasardeux peut-être à la naissance? Ou peut-on modifier ce genre? Voilà, donc vous voyez qu'on peut s'interroger sur les promesses et sur les risques de tout ce qu'on appelle la thérapie génique, très, très largement, et on aboutit bien entendu aux limites du transhumanisme. Problème immense, immense absolument, le fantasme du transhumanisme est en marche.
Et avec les moyens financiers énormes qui sont mis en place, il faut bien entendu se demander si la science a le droit de créer des inégalités. Les moyens sont tels que si la science maintenant intervient, plus on est riche, plus on aura les moyens d'améliorer son corps, voire de transcender la mort. Donc, peut-on créer, la science peut-elle se permettre d'aboutir à une inégalité sociale de ce type? D'autres questionnements également auxquels j'ai pensé: pouvoir et limites des médecins. Puis-je accorder ma confiance aux médecins, sachant que demain on découvrira autre chose qui contredira ce qu'ils viennent de me dire? Quelles sont les conséquences juridiques de toutes ces manipulations? Qui est responsable? Le médecin qui fait l'intervention ou le parent qui choisit? On a déjà des procès de ce type qui arrivent avec des erreurs dans les diagnostics d'échographie. Je voudrais parler également de toute l'arrivée des nouvelles techniques de médecine douce et de médecine alternative. Comment évaluer leur efficacité? Et ce qui me semble encore plus difficile, c'est que beaucoup parlent d'esprit, le pouvoir de l'esprit sur le corps. Méditez pour soigner votre maladie, votre cancer. De quel esprit parle-t-on ici? Et là, dans les croyances, il est bien évident que la définition de l'esprit, nous avons une kyrielle de définition. Alors, pour terminer, donc j'ai deux thèmes peut-être moins vifs, mais qui m'ont toujours beaucoup interloqué. La diététique. Toutes les alimentations sont-elles possibles? Sont-elles toutes équivalentes pour mon corps, mais aussi pour l'environnement? Si certains proposent des régimes hyperprotéinés, ont-ils pris en compte la production des protéines par la planète? L'élevage des bovins et le rejet du méthane généré par les bovins. Donc voilà d'autres interrogations tout aussi cruciales. On a vu aussi avec la diététique arriver le sport dans nos programmes, une valorisation extraordinaire du sport. Que dire à un élève qui vient nous voir en disant comme ça: « Madame, je veux à tout prix faire un sport de compétition ». Que doit-on lui dire? Attention, tout sport de compétition vous demande le dopage. Qu'est-ce que le dopage? Et donc, dernière partie, en fait, la drogue et le dopage. Que dire aussi à un consommateur de hashish quand nos États réfléchissent à sa légalisation? Que certains États l'ont accepté, que d'autres se disent peut-être que si. Que dire donc à nos élèves lorsqu'ils nous répondent: « Oui, mais l'alcool, madame, c'est une drogue. Et ça, l'alcool, elle est légale. Mon père en consomme. » Voilà. Alors, ça, ce sont des interrogations qui sont très, très, très importantes, puisque là, on touche à la conscience. Par les drogues, le dopage, on touche le corps, on touche la conscience, effectivement, le cerveau. Et nous enseignons depuis quelques années les zones du plaisir également. Que dire de ce que l'on appelle l'ingénierie paradisiaque, quand on viendra stimuler directement les zones de plaisir? Où en seront-on? Où sera-t-on après donc, la simple consommation de hashish? Voilà, donc le futur proche n'est pas un futur facile à envisager. Alors, la biologie. Bon, la géologie. Bon, je l'ai laissée pour la fin, mais vous allez voir qu'elle n'est pas exempte de limites et de questionnements, et loin s'en faut. Notre planète Terre, je décline les caractéristiques d'une planète habitable. Mais est-ce que c'est un simple bloc rocheux, comme ça, perdu dans l'immensité de l'univers, potentiellement soumis à tous les cataclysmes qui peuvent arriver comme ça du jour au lendemain, annihilant toute vie? Et ces caractéristiques de planète habitable, est-ce que je sais ce qu'est cette vie? D'où vient-elle, cette vie? Cette planète Terre, nous enseignons également qu'elle évolue en tant que planète d'un système qui évolue lui-même, et d'une galaxie qui évolue également, d'un univers. On ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas où il va. Et la vie sur cette planète, elle évolue. Bien, donc ce terme d'évolution, il est riche de sens, très très riche pour nous scientifiques, bien entendu. Mais est-ce qu'il est dû à un hasard aveugle et complètement tâtonnant? Ou bien est-ce que cette évolution est dirigée? Est-ce que cette évolution a été lancée par un Dieu créateur? Est-ce que ce Dieu créateur est toujours présent? Le débat créationnisme-transformisme est bien toujours vivant. Et ça, nos élèves, ils l'abordent. Y a-t-il une finalité dictée par ce Dieu créateur? Existe-t-il un intelligence design, effectivement, qui nous gouverne? Donc ça, c'est toujours bien vivant. Le troisième point en géologie, la Terre, elle se réchauffe, on le sait tous maintenant, lentement mais sûrement. Est-ce que c'est nouveau? Est-ce que c'est cyclique? Est-ce que nous sommes dans un cycle complètement naturel? Ou est-ce que l'homme est responsable? Et si l'homme est responsable, que doit-il faire et que peut-il faire? Est-on dans un signe avant-coureur d'une apocalypse écologique?
Donc là, vous voyez que tous les prophètes des temps modernes peuvent s'immiscer et nous avons des questions, effectivement, à nous poser devant nos élèves. Bon, il est temps de conclure, hein, mais malheureusement, je ne vais conclure que par de nouvelles interrogations. Un professeur de SVT, croyant de surcroît, est-ce qu'il sait lui-même définir la vie qu'il habite, l'énergie qui l'anime, l'information qui le dirige? Est-ce qu'il sait ce qu'est le corps? Il enseigne ce corps pourtant, il enseigne les rouages de son fonctionnement et les conditions de son maintien en bon état. Mais ce corps, c'est un simple assemblage de matière organique ou c'est le véhicule d'un esprit divin? Et de quel esprit? Ce corps est-il indépendant, autonome, libre? On peut donc tout choisir pour lui? Ou est-ce que c'est un des éléments d'un système de taille planétaire et cosmique? Est-ce que je suis le maître de son corps et de son évolution? Puis-je le modifier pour l'améliorer grâce au célèbre NBIC en plein développement, les nanotechnologies, biotechnologies, informatique et sciences cognitives? Ce transhumanisme qui se déploie, dont on a déjà parlé tout à l'heure, où est la limite donc du choix entre la prothèse auditive et dentaire et l'annihilation de la mort? Donc, alors, jusqu'où puis-je élargir également l'humanité? Puis-je l'élargir jusqu'aux intelligences artificielles, telles les robots et les clones, avec ce nouveau domaine que l'on appelle maintenant le post-humanisme, où on accepterait de déléguer une partie de notre esprit, la totalité de notre esprit humain, à des intelligences artificielles, donc, qui accepteraient de nous informer, de nous contrôler, voire de nous dépasser, comme elles sont actuellement en train de le faire. Les fameuses GAFA, Google, Amazon, Facebook, Apple, seront-ils responsables de l'obsolescence humaine? Le cloud va-t-il stocker notre propre mémoire à notre mort, ou en attente de notre mort, pour ensuite être greffé sur un robot qui prendra notre place? Vous voyez que les problèmes sont énormes, et ça, les élèves donc, savent tout ceci, et nous devons l'aborder. Nous devons ou nous pouvons l'aborder. Alors, je terminerai avec maintenant la plus grande question. Donc, ça pose vraiment de qui suis-je? Qui est responsable de mon existence? Suis-je cet être vivant survenu par hasard, sur ce bloc rocheux, perdu dans le vide cosmique? Ou ai-je été créé à l'image d'un Dieu créateur? D'un Dieu transcendant? D'un Dieu immanent? D'un Dieu personnel? Tous ces problèmes-là sont très variés suivant les confessions. Et alors, quelle est ma place? Quelle est la place de l'homme dans le cosmos? Un simple intendant qui peut se multiplier, croître, exploiter au maximum les ressources de la planète selon son bon vouloir, ou bien celle d'un humain conscient, responsable de vivre dans une maison commune, comme nous dit le pape François dans sa dernière encyclique, ou bien même celle d'un co-créateur qui serait seul capable de sauver et de mener la création de Dieu à son terme. Et là, je m'appuie sur la vision de Pierre Teilhard de Chardin, qui nous donne cette travail énorme de nous sauver en sauvant la création. Voilà, alors je vous laisse avec ces multiples interrogations et je vous donne rendez-vous, je pense, le 10 novembre pour en discuter davantage avec vous. Merci, à bientôt.